Dans le bassin qui porte encore le nom de bassin au hareng, des bateaux hollandais bien sûr, mais aussi français, allemands, anglais. Tous, ils viennent décharger leur pêche dans le grand port des Maelden. Car ce sont bien eux, les armateurs hollandais, qui aujourd'hui encore restent les maîtres en matière d'organisation et de vente. Comme on vous le dira avec plus ou moins de bonne grâce, il n'y a qu'eux qui savent vendre du poisson. Aux Pays-Bas, 4 armements se partagent le secteur du pélagique. Ils sont regroupés en une organisation unique à but exclusivement commercial. Toutes les ventes passent par cette organisation. Elle fixe aussi le prix du poisson. C'est un monopole. Les Hollandais investissent dans... Mais comment établit-on les quotas de pêche ? Tous les ans, à la même époque, les navires océanographiques reprennent la mer pour leur mission annuelle d'évaluation des stocks. L'espace maritime est entièrement divisé en carrés, mesurant près de 50 km de côté. Dans chacun de ces carrés, le navire effectue un trait de chalut. Les scientifiques procèdent alors à son analyse détaillée. D'abord le tri des espèces, puis la pesée de chacune d'entre elles. On obtient ainsi la composition du chalut. Ensuite, pour chaque espèce, tous les individus sont mesurés afin d'établir des pyramides d'âge. D'autres travaux d'évaluation sont effectués à bord. Ici, par exemple, on procède à l'analyse des larves de hareng. Voici sur l'écran un hareng de 3 semaines. Chaque jour, les données sont traitées et synthétisées en diagrammes indiquant la répartition des espèces et leur quantité. Toutes ces informations seront centralisées au CIEM, Comité international d'exploration des mers, l'instance scientifique européenne en matière halieutique, qui, chaque année, rend à la Commission de Bruxelles ses conclusions. Et c'est le politique qui, en dernière instance, fixe pour chaque espèce les quantités à pêcher dans les eaux communautaires. On les nomme TAC, ce qui signifie tonnage autorisé de capture. Sur cette masse globale à prélever, à chaque pays sa part. Ce sont les quotas de pêche. Le secteur qui aujourd'hui prélève le plus de ressources est la pêche minotière. 2 poissons sur 3 terminent en farine. Le Danemark est devenu le leader européen de cette industrie. 1 500 000 tonnes de poissons sont annuellement traitées. Ça équivaut à 4 fois la pêche française. Le centre de cette industrie minotière est Esbjerg. Les pêcheurs, en 50 ans, ont fait de leur modeste port le plus grand centre mondial de production de farine de poisson. L'aventure commença après la Deuxième Guerre mondiale. Les pêcheurs ramenaient plus de harengs que les Danois ne pouvaient en consommer. Ils décidèrent de fonder une coopérative et se lancèrent dans cette industrie. Une première usine fut créée, suivie par d'autres, et l'argent commença à couler à flot. Au fil des années, les techniques se modernisent, la production augmente. Les marchés à l'exportation sont en pleine expansion. Très simple d'utilisation, la farine de poisson est essentiellement destinée à la volaille et au porc. En 1972, le Danemark entre dans la communauté européenne. C'est pour l'industrie minotière l'accès à de nouveaux marchés. Mais 5 ans plus tard, c'est le désenchantement. Les moratoires sur le hareng menacent toute la survie du secteur.
une stricte application des mesures d'interdiction est inenvisageable. Il s'ensuivra une longue crise entre les pêcheurs danois soutenus par leur gouvernement et les instances de Bruxelles. Depuis lors, la pêche industrielle, au Danemark comme dans les autres pays scandinaves, s'est reportée sur d'autres espèces. Le taco norvégien, le sprat et surtout le lançon, qui constitue aujourd'hui l'essentiel des prises dans ce secteur. La pêche minotière fait l'objet de très nombreuses critiques. On l'accuse d'être particulièrement prédatrice. Il est vrai qu'il faut 1000 kg de poisson pour obtenir 200 kg de farine et 60 kg d'huile. À plusieurs reprises, les pêcheurs se sont trouvés confrontés à des actions de Greenpeace dénonçant la surpêche et le pillage des fonds. Les dirigeants de ce secteur se défendent de ne prélever que des espèces peu aptes à la consommation et donc quasiment inexploitées. Un prélèvement donc sur une biomasse qui n'est pas en péril. Les scientifiques, eux, dénoncent les filets de pêche utilisés. Des chaluts à petite maille qui capturent tout, y compris les juvéniles des autres espèces. L'industrie minotière, en outre, pose des problèmes d'environnement. L'argent de la mer n'est pas sans odeur. Pour parler franc, ça pue. Régulièrement, les autorités demandent aux industriels d'Esbjerg de limiter les émanations d'odeur. Difficile problème. La seule solution fut d'élever des cheminées de plus de 100 mètres de haut. Mais il plane toujours sur la ville cette puissante odeur qui reste malgré tout associée à sa richesse. La farine de poisson, aujourd'hui, est soumise à de stricts contrôles. Les centres de production possèdent leur laboratoire d'analyse. Face à un marché très concurrentiel, dont le Pérou et le Chili sont les leaders, les producteurs européens misent sur la qualité et la diversification. C'est le saumon qui, dans les années 1990, donna un second souffle à l'industrie minotière alors en stagnation. Le saumon d'élevage est essentiellement nourri de farine de poisson à laquelle sont ajoutés d'autres éléments nutritifs. Un marché énorme, en constante augmentation. De tous les produits de la mer, le saumon est aujourd'hui le premier produit d'exportation toute catégorie. L'Eros appartient à la famille Exbe. C'est le 6e bateau de la lignée à porter ce nom. Le premier Eros fut construit en 1904. Les bateaux de pêche en Norvège appartiennent tous à des propriétaires privés. Il est en effet interdit à des groupes industriels de posséder leurs propres navires de pêche afin d'éviter des situations de monopole. C'est un senneur, c'est-à-dire un navire qui pêche avec une senne. C'est le bateau caractéristique des pêches scandinaves. Des bateaux qui travaillent autant pour l'industrie minotière que pour le poisson de consommation. Dès qu'un banc de poissons est repéré, le navire se met en position. La senne est aussitôt mise à l'eau. Elle fait 1 km de diamètre. Le senneur décrit un grand cercle autour du banc de poissons. La manœuvre d'encerclement doit être rapide, le hareng se sauve vite.
Sur un bateau de cette taille, ils ne sont que 11 hommes, chacun à son poste, effectuant quelques opérations très précises. La manœuvre exige donc une parfaite coordination de l'équipe. Aucun ordre n'est donné. Il règne même une sorte de silence. On communique par geste, un coup d'œil suffit. Le hareng, percevant une menace, pique vers le fond. La Seine, qu'utilisent ces bateaux, est dite coulissante. Elle se referme dans sa partie inférieure au moyen d'un câble relié au bateau. Le poisson est piégé. La Seine est ramenée le long du navire. L'opération n'a pas duré une demi-heure. Une Seine de cette taille peut contenir jusqu'à 200 tonnes de hareng. La pompe est mise à l'eau. Le poisson est aspiré, puis dirigé vers un des réservoirs. Les cales du navire en comptent 9, indépendants les uns des autres, afin de répartir les poids. Dès le départ, les réservoirs ont été partiellement remplis d'eau de mer, maintenue à une température de 1 degré. Une fois pêché, le poisson est vendu aux enchères par téléphone. Les transactions sont centralisées ici, à Bergen, à la direction des pêches pélagiques. Les bateaux en mer font état de leur pêche, les acheteurs transmettent leur offre. Dès que la cargaison a trouvé acheteur, ce dernier donne ses ordres au capitaine du navire, qui prend aussitôt la direction de l'usine où le poisson doit être débarqué. La pêche est immédiatement traitée. Une tonne de hareng de qualité standard, aujourd'hui, coûte environ 700 $, près de 5000 francs, un peu plus de 700 €. Toutes ces espèces pélagiques, hareng, maquereau, chinchard, ont des prix de vente très bas. Il faut donc en vendre des quantités énormes pour dégager des bénéfices. Le hareng est proposé sur le marché entier ou en filet. Qui achète ce poisson? Les plus grands acheteurs de hareng sont encore et toujours les Russes. Ils représentent plus du tiers des ventes. Ensuite viennent les Japonais, les plus grands consommateurs de poissons de la planète, 9 millions de tonnes par an. Très exigeants sur la qualité et très attentifs au prix, les Japonais n'achètent jamais leurs marchandises sans l'inspecter au préalable. Les pays d'Europe restent de bons clients. La Pologne, l'Allemagne et même la Hollande. Les marchés du Moyen-Orient et surtout de l'Afrique sont en constante augmentation. Le hareng, comme le maquereau ou le chinchard, représente pour les pays pauvres de la protéine à bon marché. Pour les Norvégiens, l'argent de la mer, ce n'est plus le hareng depuis longtemps. C'est dorénavant le pétrole et le gaz. Une véritable fortune. Plus de la moitié du revenu national. La pêche, qui fut pendant des siècles la première activité du pays, représente aujourd'hui à peine 9% de ses exportations. Mais les Norvégiens, qui ont connu des siècles de pauvreté, restent prévoyants. Comme le disent les responsables dans ce secteur, la mer, c'est un garde-manger renouvelable. Aussi la Norvège protège et développe son industrie halieutique. Considérant que la population mondiale va augmenter de 2 milliards en 60 ans, le marché de la protéine est assuré d'augmenter d'autant, 33% pour le siècle à venir. La Norvège, qui bénéficie de 20 000 km de côte, est la première puissance de pêche en Europe. Pour les Islandais, en revanche, la pêche reste la base de l'économie du pays.
Elle représente les 3/4 de ses exportations. La pêche, ici, est un enjeu national. Après avoir enrichi tout un peuple, les pêches, désormais, sont concentrées dans les mains de quelques grands chefs d'entreprise. On les appelle les seigneurs de la mer. Souvent députés, parfois ministres, ils forment le plus puissant lobby du pays. Ils possèdent à la fois les navires, les usines et surtout les quotas de pêche. L'Islande fut le premier pays à pratiquer une politique de quotas. Comment se fait la répartition des quotas? Tout d'abord, ils ne sont pas alloués à des sociétés de pêche, mais à chaque bateau. Première règle donc, être propriétaire d'un bateau. Deuxième règle, les quotas sont reconduits chaque année en fonction de l'année précédente. En résumé, qui a pêché l'année dernière, pêchera l'année suivante. C'est un système fermé et qui a pour effet de transformer les quotas en un capital privé. Et c'est bien là le problème. Les Islandais reprochent aux seigneurs de la mer de s'être approprié l'espace maritime et d'en avoir fait leur bien exclusif. Un parti politique s'est même créé autour de ce problème, dénonçant la mainmise sur la ressource. Le débat est sensible, passionné. La politique des quotas est l'institution la plus controversée d'Islande. Elle revient régulièrement devant l'Assemblée nationale qui compte 26 députés, représentant une population de 250 000 habitants. C'est dire que les quotas, c'est presque une querelle de famille. C'est presque une querelle de famille. Dans le grand business international qui est devenu la pêche aujourd'hui, quelle est la place du hareng? Lui qui pendant des siècles fut le premier des poissons. Lui qui fut nommé poisson roi. Eh bien, précisément, il ne l'est plus. Il est même maintenant l'un des tout derniers. Une des espèces dont le prix de vente est le plus bas. C'est une matière première, de la protéine bon marché, du poisson base, du poisson global. Dans le commerce, on le trouve en bocaux, en barquettes, qu'il soit mariné, fumé, à l'huile, à la crème, au vinaigre, en sauce, en gros ou au détail. Dans les pays de l'Europe du Nord, il demeure présent au cœur des traditions nationales. Matches des Hollandais, Surströmming en Suède, Keeper chez les Anglais, hareng Bismarck en Allemagne. Mais ces traditions culinaires ne sont plus que les témoignages d'un temps aujourd'hui disparu. Un temps où ce poisson régnait sur toute une économie, une culture, une civilisation même, celle de l'Europe du Nord, que certains historiens précisément baptisèrent la civilisation du hareng. Les harengs, eux, continuent à parcourir les mers, fidèles à leurs lentes et mystérieuses migrations. Des siècles de pêche et de surpêche n'ont pas eu raison d'eux. Et comme le disait déjà Michelet il y a 140 ans, hommes, poissons, tout s'acharne sur eux. Mais nulle destruction ne les décourage. Ils vont, ils voguent toujours.